Gringo, chapitre 30. Il était une fois. Ils entrèrent dans le parc. Il y avait encore de vrais marronniers. Des enfants jouaient sur un tas de sable jaunâtre comme une île. Ils se battaient. « Puisque je te dis que c'est moi, c'est à moi !» Et la foule, partout. Les étudiants sur les bancs apprenaient les secrets de la géométrie euclidienne ou les secrets de la fonction glycogénique du foie, enfin, tous les secrets pour marcher dans la colonne. Mais non, je te dis que c'est clong-clong, ce n'est pas cluc-cluc, la preuve. Gringo marchait au milieu de tout ça. Il cherchait un oiseau dans les marronniers. Il serrait cette main dans la sienne. Ma le regardait du coin de l'œil. « D'abord, quitte ton air abominablement sérieux, mon petit. Ça, c'est la magie la plus épaisse. » Gringo fronça le nez, essaya un sourire de la joue gauche, un sourire de la joue droite. Ça ne fonctionnait pas bien. Rani sautillait comme si de rien n'était. Sourire à quoi? C'est pas marrant. Mais mon petit, si je te transportais instantanément en Amazonie avec les beaux arbres et les oiseaux et les moustiques, tu sourirais 3 minutes et puis ce ne serait pas marrant, comme tu dis. Tu continuerais de poser la question. Tu passerais à travers les arbres comme par la porte du métro ou la grille du parc. Hein? Qui est-ce qui passe ici et qui est-ce qui passe là? Qui? J'en ai marre d'être un homme. Mais tu n'es pas encore un homme, tu es seulement un ouistiti savant. Ça, c'est pas mal, dit Rani, qui ne savait rien de l'évolution des espèces. Tu sais seulement tous les petits clic-clic-clocs qu'on t'a mis dans le crâne et les chromosomes. Tu ne vois rien, ni à Bornéo, ni ici. Tu vois seulement un miroir de ton clic-clic-cloc. Mais ça, mon petit, c'est la vieille magie. Sauf, de temps en temps, quand ta question brûle un peu trop fort, tu passes au travers. Là, tu pousses un petit cri. Oui, mais ça devient tout blanc. Moi, je veux passer au travers, les yeux grands ouverts. Mais tu ne peux pas passer au travers avec tes faux yeux, petit serin. Si le serin passe au travers avec ses yeux de serin, il n'y verra que du serin. Non, logique. Oh, moi, tu sais, les visions. Je ne me sens pas Sainte Thérèse dans aucun coin de chromosome. Mais ce n'est pas une vision, enfant. Ce n'est pas voir autre chose que ce qui est là. C'est la vision. Voir ce qui est vraiment là, sans les petits clics-clocs d'une géométrie inventée et d'une physiologie inventée. Mais on n'invente pas la physiologie, on est dedans. Exactement. Tu es dedans. Vous êtes dans l'invention. Sors-moi de l'invention. Rani les regardait tous les deux avec un doigt sur le nez. Ma, raconte-nous une jolie histoire, dit-elle. Gringo, il est un peu... Ma sourit. Elle les entraîna dans une allée du parc
et ils s'assirent tous les trois sous un marronnier. Elle posa ses mains entre les plis de sa robe blanche et ferma les yeux. Il était une fois une jolie mouette. Gringo leva les yeux et subitement, c'était quelque chose de si familier, comme s'il sentait le souffle du vent dans ses oreilles et l'odeur du varech. Il a souri. Elle faisait son nid dans les falaises du grand fjord de là-haut, et elle n'aimait rien tant que de plonger dans le vent et d'ouvrir les ailes tout d'un coup, à la renverse dans le ciel, avec un cri d'éblouissement, ou bien flotter là, sur le vent doux, et puis couler comme un éclair dans les eaux vertes où scintillent les haranguets. C'était si frais, si délicieux de sentir l'eau, le vent sur les plumes lisses, et de nager ou de voler comme on embrasse l'azur ou des myriades de petites bulles salées. Et quelquefois, on restait tranquille, une patte dans les sables blancs, à écouter sans fin le clapotement nu du fjord, comme une coulée de lumière murmurante qui s'étire et laisse souffler une vaguelette bruisselante de coquillages. Ce devait être une mouette ancêtre de Gringo, parce qu'elle commença à regarder le fjord au lieu de couler dans ses eaux et de boire l'azur frais qui sentait la lavande et l'écume. Elle n'était plus l'azur, elle n'était plus la vasque verte, ni le goémon léger qui flotte entre les rochers criards. Un invisible filet est tombé sur ses ailes. C'était la première géométrie du monde et son premier cri d'oiseau pris au filet. L'oiseau Gringo, l'oiseau moi, mais plus jamais, jamais l'oiseau, ni la mouette d'un coup d'aile dans la vague. « Ça ne m'étonne pas de toi, » remarqua Rani calmement. « A-t-on idée ?» Alors la jolie mouette, de regard en regard et de petits cris en petits cris surpris, s'est trouvée prise dans un deuxième filet, un troisième filet, des tas de petits filets bleus ou roses qui faisaient des couleurs, des algues à elle et d'autres mouettes là-bas. Puis un jour, c'était noir de filets les uns sur les autres. Elle n'a plus pu bouger. Elle était prise dans une petite flaque de lumière éteinte et sur une patte et deux qui tournaient et retournaient en rond dans le filet. C'était déjà un Gringo très avancé dans la physique du monde. Il connaissait toutes les étoiles qui se mesurent à travers les mailles et les points cardinaux pour remplacer le vol direct et la coulée lisse dans les grands alizés bavards. Et finalement, ils ont mis un grand filet sur la map monde et la Terre est restée plantée sur son écliptique comme une cigogne sur le toit. C'est là qu'ils ont trouvé la loi de Newton, la loi du pancréas et toutes les petites lois pour mesurer la loi de leur filet. « C'est une histoire triste, » dit Rani.
C'est seulement le début de l'histoire. Maintenant, regarde. Justement, on a inventé le filet pour que quelqu'un regarde. Au bout de l'histoire, un jour, un petit gringo, deux petits gringos, quelques petits gringos perdus par-ci par-là ont commencé à se souvenir du joli fjord dans les brumes et d'un cri de mouette qui résonnait là-bas, derrière des filets et des filets, comme une trouée de lumière sur un espace ailé. Ils ont fait un premier trou dans les mailles, et c'était éblouissant et blanc, parce que leurs yeux des cavernes ne savaient plus la lame d'argent sur les brisants venteux, ni leurs deux bras la joie d'embrasser tant de monde d'un cri de ravissement. Et puis, tous les canards sages voulaient absolument les garder à l'abri dans leur filet raisonnable. Mais c'était seulement une raison de canard, ou de n'importe quoi sur deux pattes qui marche avec un pantalon et de la géométrie. « Et maintenant, c'est l'heure !» s'écria Rani. « Oui, c'est l'heure. Regarde !» Alors ils ouvrirent grand leurs yeux, et ils virent le plus joli conte de fées du monde. Seulement, ce n'étaient pas des fées, c'étaient des petits gringos, des petits ranis, tout naturels, des petits hommes sur deux pattes qui retrouvaient leur mémoire légère et une mappemonde désamarrée. Chapitre 31 « La mappemonde désamarrée ». Elle prit la petite boule bleue et brune entre ses mains, avec ses îles, ses continents, qui sautaient hors de l'eau comme des dauphins, et quelques lambeaux de nuages tout blancs comme des cornets à la crème pour les gentils dauphins. Ça tenait très bien au creux de ses genoux. Note qu'il y a beaucoup de petites boules comme ça, dit-elle à Rani qui tirait la langue, peut-être à cause des cornets. Mais on va essayer sur celle-ci. C'est une très jolie boule. Si ça ne marche pas, on ira voir ailleurs. Délicatement, elle prit le méridien de Greenwich entre le pouce et l'index et tira un peu dessus. Clac! Il a pété comme un élastique. Toutes les pendules ont commencé à avoir le vertige. Tu vois, il y en a beaucoup comme cela. C'est toute une pelote. Regarde-moi comme ils ont ficelé tout cela. Elle attrapa quelques parallèles au passage et clac, le cercle polaire a sauté. La mer de Bering eut un frisson et le pôle Nord ne savait plus très bien où donner du nord. Puis d'un coup sec, elle a fait sauter l'équateur. « Ouf !» dit Rani en se tâtant le ventre. « Il y avait longtemps que ça serrait. »« Tu vois, » dit Ma, « maintenant leur filet est tout troué. » Gringo regardait tout cela avec étonnement. Puis on entendit une voix retentissante. « Hé Marcel, le générateur est tombé en panne. C'est une panne terrestre. »« Mince !» dit Marcel. « Mince !» dit Gringo. Alors il écarquilla les yeux
et il assista au plus ahurissant spectacle qu'il ait jamais été donné aux hommes de voir, comme si, en vérité, ils avaient attendu 3 milliards d'années pour voir ça. Les protozoaires en frétillaient dans leurs trous. Mais c'était toute la terre qui frétillait, prise soudain d'une drôle de sensation. D'abord, Gringo sentit une ébullition bizarre dans son corps. Des tas de microscopiques courants d'air passaient à travers tout ce treillis compact de vénules, dendrites et nucléoles. Ça s'aérait, s'allégeait subitement, se décoagulait. On avait l'impression tout d'un coup qu'une énorme et innombrable pelote se défaisait, craquait partout, lâchait ses minuscules fils, larguait les nœuds et ça entrait à flot de partout. Une microscopique marée innombrable qui fusait à travers tout le corps, comme des petits chenaux de bulles et de lumière. On respirait, se gonflait. C'était tout le corps qui se dilatait d'une espèce de joie poreuse, comme s'il n'avait pas respiré depuis des millénaires et des millénaires, comme s'il n'avait jamais respiré avant. Et c'était soudain, oh, une bolée d'ozone, mousseuse, légère, lumineuse, qui ruisselait partout, pétillait partout, se répandait partout. Le corps se mettait à couler hors de son sac de peau, telle une multitude de petites rivières d'argent qui allaient, touchaient tout, goûtaient tout, se ravissaient et cascadaient à travers des prés de lumière. Et puis les yeux devenaient très bizarres. Ils étaient déficelés aussi de leurs 2 trous noirs et ils se pulvérisaient, filaient de tous les côtés, s'allumaient dans tous les coins, au bout de chaque petit ruisseau d'argent, par tous les pores. Une myriade d'yeux éclairs qui touchaient, sentaient, voyaient, comme si voir, c'était boire, c'était couler avec, c'était battre et papilloter dans tous les papillonnements du monde. Ce n'était plus voir, ce n'était plus dehors, c'était dedans partout, comme d'innombrables petites mouettes d'argent, plongeant en d'innombrables petites vasques et goûtant tout ensemble le grand brasillement blanc de la mer. Un immense regard éclaté, simple, immédiat, au cœur de tout. Un corps désamarré, parcouru de sel et de grands vents. Une respiration sans fin, cristalline, presque musicale, comme une houle mêlée de varech et d'embrun se perdant dans une autre houle qui se perdait sur des rivages bleus. C'était la grande respiration du monde, comme un souffle de joie par les mers et les collines, et dans chaque petite vasque murmurante, comme un froissement d'étoiles qui s'éparpillent. Gringo
clignoter des yeux comme s'il allait chavirer par-dessus bord et plonger dans la map monde pour de bon avec les dauphins verts et les baleines. Arani tenait solidement les plis de la robe de Ma. « Mais regarde donc, Gringo, qu'est-ce qu'ils ont tous ?» Chapitre 32. Le monde tel qu'il est. C'était très bizarre. Ces sacs de peau, n'est-ce pas, très étanches, où chacun vivait au coin de son gargouillement douillet, avec téléphone, corde vocale et guide Michelin pour communiquer à travers les murs avec d'autres murs munis de téléphones qui communiquaient avec d'autres téléphones et quelques sourires peints sur la portière. Voilà que c'était tout troué, comme une passoire. Mais jamais aucun cyclone n'avait perpétré pareil désastre. Parce que les murs aplatis, on les remonte, mais comment remonterait-on le néant aplati? Tous les Larousse aplatis, les guides Michelin aplatis et la tranquille circulation des ADN de père en fils. Tout le programme en panne. Et que dirait Dan 022 à Moll 3029? Allô, allô? Quoi? Les murs étaient apparemment intacts, tout était intact, mais il n'y avait plus que du vent dedans. Et quel vent! Un vent énorme, silencieux. D'un coup, 4 milliards de bouches se sont ouvertes. L'étudiant sur son banc a laissé tomber son manuel de sciences naturelles. C'était le premier atteint par la marée blanche. « Dis donc, Alexandre. »« Quoi ?» dit Alexandre. « Quoi ?» dit Léon. « Mais quoi, quoi ?» dit Alexandre. « Et quoi, et quoi ?» C'est pas naturel, dit enfin Léon. Et tous les étudiants ont laissé tomber leurs bouquins sur des millions et des millions de bancs dans toutes les langues. C'était une fantastique école buissonnière tout d'un coup. En plein cours de géographie, l'Atlantique se mettait à déferler sur la falaise comme si on y était, et les petits ours blancs glissaient sur la banquise sans façon. On ne pouvait pas parler sans que la chose soit là, immédiatement, où qu'on y soit. C'était de la géographie vivante. C'était la vérité là. Et ce qui n'était pas là, n'était pas là. Mais dans la salle à côté, le professeur de maths restait la craie en l'air, en pleine asymptote. Il n'y avait rien là, que du vent. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» dit-il. Il prit son chapeau et sortit de la classe. Il avait tout oublié. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» disait le prof de chimie. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» disait le prof de physique, tandis que ces atomes se renversaient en galaxies et ces galaxies rentraient dans les grands trous noirs qui étaient le grand couloir blanc de tous les temps. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Partout, c'était « qu'est-ce que ça veut dire ?» Le président de la République a raccroché son chapeau claque à la patère
Il s'est retourné devant les ministres en rond Pourquoi ? Il a remis son chapeau-claque et s'est enfui. Le secrétaire de mairie a laissé tomber son porte-plume. L'abbé est descendu 4 de la chaire au milieu d'une autre paire. Le coiffeur est resté le peigne en l'air devant une coiffure blonde qui se regardait dans la glace et vit soudain, stupéfait, un petit chien sortir de son fauteuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les colonnes grises se sont arrêtées. Ils se sont regardés. Un trou de mémoire mondial. « Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ?» s'exclama Alexandre. Il s'est palpé les poches, palpé la tête. Il ne restait plus rien. Et tout à coup, il s'est rappelé un coin d'Islande, avec un petit lac rocheux et un enfant, la main sur la joue, qui regardait. C'était tout ce qui restait. Il était là. Il ne restait plus que ce que chacun avait dans le cœur. Il ne restait plus que ce qui existait. Ce qui n'existait pas n'existait plus. Et la rampe électrique est tombée sur la tête du yogi, qui en a vu 36 chandelles. Alors, vraiment, un fantastique spectacle a commencé sous les yeux de Gringo et de Rani et du petit étudiant qui tenait son coin de lac par un fil. Il y avait ceux qui n'avaient pas de coin, nulle part en eux, sauf des problèmes très graves et des bibliothèques entières. Plouf ! Ils descendaient tout d'un coup dans les jambes de leurs pantalons. Il n'y avait plus personne. Un petit tas de pantalons sur le boulevard. Des milliers et des milliers de pantalons vides. C'était la panique. Et puis soudain, c'était la ménagerie fabuleuse. Des pantalons restants. Il s'est mis à sortir des rats, des petits lapins, des quantités de rats. Des porcs-épics, des bulldogs, des loulous de Poméranie, des poulettes effarées qui traversaient le boulevard en gloussant, et beaucoup de serpents, de toutes les couleurs. C'était tout à fait étonnant. Des singes, une quantité de singes variés et de perroquets tout d'un coup comme une immense volière. Chacun rentrait dans ce qu'il était. Toutes les espèces éteintes, rallumées et courant sur 2 pattes ou 4. C'était le monde tel qu'il est. Et quelques hommes debout qui faisaient zzz, zzz, en se palpant les poches et en tirant du fond de leur cœur un vieux cerf-volant oublié. L'explosion de la population réglée d'un coup. Personne ne mourait. Tout le monde rentrait chez soi, en peau de canari ou de zébu, parfaitement content d'être ce qu'il est. Pour le reste, c'était des pantalons oubliés. Les rats sont rentrés dans les égouts. Chacun est rentré dans sa peau vraie. Les autres sont partis en chantant à tue-tête, tandis que les douaniers regardaient ces drôles de fils de fer au milieu des champs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et le grand imam est allé se faire couper la barbe. Rani trépignait sur place. Gringo souriait. Alors, Vritrou est sorti du tour du monde en 24 minutes. Il a regardé à droite, regardé à gauche,
tiré son faux nez entre le pouce et l'index, et il s'est mis à rire, comme s'il n'avait jamais ri de sa vie. Et brusquement, il est parti dans une peau de dindon, se dandinant sur deux pattes et agitant sa collerette rouge. Il n'avait plus rien à garder. Tout le monde était sorti de prison. « Si on rentrait chez nous, » dit Rani. Chacun rentrait chez soi. Les pendules étaient arrêtés. Les hommes regardaient quels rêves ils allaient vivre. Car les rêves, c'était tout ce qui restait. Chacun était son propre rêve, en rouge et noir, en éléphant ou coquelicot. C'était le commencement des temps de vérité où nul ne pouvait être ce qu'il n'était pas. Et les prisons se sont ouvertes dans un vol de pigeons blancs. Ma souriait. « Attends, tu n'y es pas encore. » Et elle a disparu. Un étudiant s'est assis au bord du trottoir, au milieu des pantalons oubliés, et il s'est mis à jouer de la flûte.